Coucou ma belle, j'espère que la vie est belle. Et alors que tu t'apprêtes à venir ici, enfin au Rwanda, le pays d'à côté, j'avais envie de te raconter un peu l'histoire de ce pays. Contrairement à la dernière vidéo, c'est une histoire difficile, un peu triste aussi et tragique même, mais elle est quand même importante cette histoire. En effet, la fin de cette histoire tragique qui se termine à l'été 1994 est probablement des faces les plus sombres de la grande histoire récente. Et pour ne pas répéter l'histoire, il faut la connaître. Mais pour commencer, on va revenir très loin, dans ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge de ce pays. Donc à cette époque au Rwanda, comme à peu près partout dans le monde d'ailleurs, les gens vivent de trois activités principales. Soit ils sont agriculteurs, soit ils sont pêcheurs, soit ils sont éleveurs. Et à cette époque, un peu naturellement, ces groupes ils restent plutôt entre eux, puisqu'ils ont un mode de vie particulier, ils vivent dans des endroits différents, ils font des activités différentes, etc. Et aussi, ils ont tendance à physiquement se ressembler, c'est normal, puisqu'ils se marient plutôt entre eux, pour des raisons économiques et juste géographiques, voilà, de vivre à côté. Ils mangent la même chose, les agriculteurs ils mangent plutôt des légumes et des produits de leur champ, et puis les éleveurs plutôt de la viande. Ils pratiquent la même activité physique, les uns la marche, les autres les travaux du champ. Et donc, ils ont plutôt tendance à se ressembler. Cependant, à cette époque-là, il n'est pas du tout rare de passer de l'un à l'autre, voilà, de se marier avec quelqu'un de l'autre groupe ou de changer de groupe. Et il y a beaucoup plus de choses qui font que ces gens-là, ils se ressemblent. Ils ont la même langue, ils ont la même religion, ils appartiennent au même royaume qui s'appelle déjà le Barwanda, qui lui-même appartient au même empire, etc. etc. Il n'y a pas de notion, la notion de race, d'ethnie, de tribu, c'est quelque chose d'assez moderne. Ça n'existe pas à cette époque-là, et on dit plutôt que c'est des groupes de métiers un peu. Par contre, on leur donne déjà un nom. Donc les éleveurs, on les appelle les Tutsis, parce que Watutsi en langue bantou, en langue locale, ça veut dire la vache. Et les agriculteurs, on les appelle les Hutus, parce que c'est les habitants majoritaires de l'empire bantou, donc les Hutus. Et tout ça, ça a changé au 19e siècle avec l'arrivée des colonisateurs belges. Alors, les Belges, c'est un petit pays, ils ne sont pas nombreux. La Belgique fait la taille du Rwanda, et ils veulent conquérir finalement et occuper et diriger le pays. Mais comme ils ne sont pas beaucoup, c'est compliqué. Donc, ils vont importer, en fait, ils vont amener au Rwanda le racisme. Ils vont inventer au Rwanda, enfin, ils vont amener au Rwanda le racisme, qui est un concept qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça, au 19e siècle en Europe. Et donc, ils vont raconter en fait qu'en réalité, les Tutsis et les Hutus, ce n'est pas juste des groupes de métiers, ce sont des races différentes. À chacun, ils vont encourager la peur de l'autre. Ils vont lui dire regarde, voilà, lui c'est ton ennemi, lui il est différent, c'est pas ta communauté, etc. Ça permet de diviser le pays et de le rendre plus facile à contrôler pour les Belges qui, encore une fois, sont pas beaucoup. Et une fois que cette idée est bien établie, une fois qu'on a enraciné cette idée, ils vont s'appuyer sur les Tutsis principalement, dont ils racontent que ce serait la race supérieure, parce qu'ils sont plus grands, etc., pour dominer et administrer le pays. En réalité, c'est surtout parce que les Tutsis ne sont que 15% de la population, en général un peu plus riches, et donc c'est plus facile pour les Belges de s'appuyer sur eux pour dominer et contrôler le pays, sans avoir trop de problèmes. Et avec le temps, avec les années, les décennies de colonisation, ce fossé qui s'est construit et se creuse entre les Tutsis et les Hutus, sous l'influence de ce racisme belge amené par les Belges. C'est plus juste un groupe de métiers, ça devient ta communauté, ça devient ton identité, tu vois, tu te dis presque plus Hutu que Rwandais, alors qu'à l'époque, cette idée-là n'existait pas. Ça devient ta race, c'est même indiqué sur ta carte d'identité, donc ça prend beaucoup d'importance. Et surtout, la peur de l'autre, la peur entre les Hutus et les Tutsis, accroît aussi beaucoup parce qu'elle est manipulée au fil du temps par les Belges pour maintenir leur domination. C'est par ce processus qu'on invente des différences entre des gens qui, à la base, n'en ont pas beaucoup. Et ça, c'est un processus qu'on voit se répéter, même aujourd'hui. Et c'est alors, dans ce contexte-là, que naissent les premiers mouvements indépendantistes et anticoloniaux, qui disent, bon, voilà, on veut expulser les Belges. Au début, ils sont juste rwandais, il y a des Tutsis, il y a des Hutus, qui veulent juste le départ des Belges. Mais déjà, à l'intérieur de ce mouvement, il y a un petit groupe qu'on appelle les Hutu Power, donc, qui est important pour la suite, qui eux en veulent aussi aux Tutsis de s'être alliés aux Belges et ont un peu intégré ce racisme amené par les Belges et veulent un peu de la revanche. En fait, ils veulent se venger
de ces années de domination par les Tutsis, et ils veulent que ce soit un peu, ils considèrent que c'est au tour des Hutus de dominer. Donc ils s'approprient vachement, encore plus loin, cette notion de race et de différence. Mais pour l'instant, ils ne sont pas majoritaires dans le mouvement indépendantiste. Et après un long affrontement entre les coloniaux, donc les Belges et des Rwandais Tutsis et Hutus, contre les indépendantistes, plutôt des Rwandais, Hutus et Tutsis aussi, c'est les indépendantistes qui gagnent. Donc le Rwanda devient finalement indépendant. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent parmi les indépendantistes sur quel modèle on va adopter. Est-ce qu'on se débarrasse de cette idée de racisme, de race, d'ethnie qui a été amenée par les Belges? Est-ce qu'on donne le pouvoir aux Hutus parce que un peu c'est entre guillemets leur tour? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc ils choisissent finalement de dire bon bah on va faire la démocratie, donc on va faire voter les gens pour des représentants, pour un président, etc., pour un pouvoir. Le problème, c'est que quand les gens vont voter, ils sont influencés par des décennies de colonisation, par la fabrication de la peur et de la haine entre les communautés et de cette différence qui s'est creusée. Et donc chaque groupe a très très peur de l'autre et donc ne va pas voter pour ses idées ou les idées en lesquelles il croit, mais il va voter pour son ethnie, à lui, pour quelqu'un de son ethnie. Les Hutus vont voter pour des Hutus et les Tutsis pour des Tutsis. Parce qu'ils disent si je vote pour la communauté d'en face, s'ils prennent le pouvoir, ça se trouve, ils vont nous exterminer ou nous faire du mal, parce qu'encore une fois, on a cette peur de l'autre qui a été construite par les Belges. Et là, comme les Hutus, ils sont 80% de la population, 80%, et ben du coup, ils remportent les élections. Si tout le monde vote pour sa communauté et que t'es 80%, bah t'as gagné, parce que t'es beaucoup plus que la moitié. Donc ils gagnent les élections. Toutefois, même à l'intérieur des Hutus, ils sont encore assez divisés. Il y a déjà la faction Hutu Power dont on a parlé, qui a du place, qui veut la revanche contre les Tutsis, mais il y a aussi des Hutus qu'on appelle un peu des modérés, qui eux veulent plutôt construire autre chose, un Rwanda différent, où on ne parle plus trop d'ethnie, ou en tout cas qui n'ont pas une position forte contre les Tutsis. Mais finalement, c'est un dictateur qui va s'imposer, donc quelqu'un qui va imposer son pouvoir personnel. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de maintenir son pouvoir personnel. Cette histoire de Hutu, Tutsi, bon, s'il peut l'utiliser, ça va, mais il s'en fiche. Mais par contre, pour conserver son pouvoir, il est obligé d'avoir des alliés. Et donc il va être obligé de s'allier aux extrémistes, donc de ce Hutu Power qui veulent la revanche contre les Tutsis. Et donc il va les laisser normaliser dans les médias, à la télé, à la radio, normaliser le fait qu'on commence à dire que finalement les Tutsis, c'est pas vraiment des humains. On dit même que c'est des insectes, on dit que c'est des cafards. Voilà. Donc, on commence à avoir ce discours, tu vois, de déshumanisation un peu. Et en même temps, on les accuse un peu de tous les problèmes, tu vois. Et le dictateur, ça l'arrange. Il dit, y a du chômage, Tutsi. Il y a la vie est chère, oh, c'est les Tutsis. Il fait pas beau, oh, bah, c'est les Tutsis. Voilà, comme ça, lui, il n'a pas de responsabilité, tu vois. C'est jamais sa faute. Il trouve un bouc émissaire différent, c'est les Tutsis. Comme on peut le voir aujourd'hui, voilà, quand il y a un problème, on dit c'est les étrangers. Comme ça permet de le mettre sous le tapis. Et avec le temps, bah forcément, vu que ce discours est de plus en plus important, on va aussi commencer à justifier des discriminations contre les Tutsis. On va leur imposer plein de restrictions. Ils ne vont plus avoir accès à la santé, ils ne vont plus avoir accès à certains postes dans l'administration, tu vois, dans l'armée, etc. On va attaquer leurs magasins, on va être, disons, tolérant si quelqu'un leur fait du mal ou s'ils sont attaqués dans la rue. Et on va même créer des milices, le Hutu Power va créer des milices pour les harceler. Et parfois, ça va même dégénérer, et il y en a certains qui vont être tabassés, voire mourir. Et ça, le président, encore une fois, parce qu'il a besoin des Hutu Power, et parce que ça l'arrange bien d'avoir quelqu'un à accuser quand il y a des problèmes, il va laisser faire. Et forcément, il y a une grande partie des Tutsis qui vont quitter le pays parce qu'ils ont peur, et qui vont se réfugier dans d'autres pays. Et ce dictateur-là, parce que le président ferme les yeux et évolue pas. Et ce dictateur-là, il a aussi des ennemis. Donc, quand il y a notamment une rébellion contre lui, contre sa dictature, qui dans un pays voisin, qui s'appelle l'Ouganda. Et eux, au départ, ils veulent plutôt remettre la démocratie. Et pareil, il y a des Hutus et des Tutsis. Mais, comme les Tutsis sont discriminés, qui fuient tous le pays, bah, ils vont bien se retrouver quelque part. Et donc, ils se retrouvent avec les rebelles. Et progressivement, au fil des années, en fait, une rébellion qui est démocrate, qui n'a pas d'ethnie, bah, va devenir un peu une rébellion Tutsi, puisqu'il y a majoritairement des Tutsis qui fuient les problèmes et les persécutions au Rwanda. Et donc ils finissent par devenir les chefs et une grande partie de cette rébellion. Or, cette rébellion, avec cet influx de gens, elle devient très très forte, de plus en plus forte. Et le pouvoir du dictateur en place, il devient un peu fragile. Non seulement à l'intérieur, il est contesté, mais en plus,
il y a cette rébellion à l'extérieur. Donc pour garder son pouvoir, pour mobiliser les gens derrière lui et la population, il va utiliser la même technique que les Belges, c'est-à-dire qu'il va encore plus insister sur ce discours raciste et de haine où on s'en prend aux Tutsis. Finalement, il va raconter aux gens qu'il n'y a pas de différence entre les... Il va enlever la différence entre les rebelles et les Tutsis. Il va dire, tous ceux qui sont contre moi, en fait, c'est pas les rebelles, c'est tous les Tutsis. Et c'est plus des démocrates qui veulent sauver le Rwanda, mais c'est des criminels, et tous les Tutsis sont des criminels, tous les Tutsis sont des ennemis de l'État, et aussi, et ça c'est vraiment important, il va raconter aux Hutus que les Tutsis, en fait, c'est pas une rébellion contre lui, son pouvoir, c'est une rébellion contre les Hutus et qui veulent détruire les Hutus. Et ça, plus tout le discours dont on a parlé avant, ça fait très peur aux gens. Parce que ça crispe, et en plus, ça fait qu'on fabrique l'idée que finalement, l'ennemi des Hutus, c'est les Tutsis. C'est pas le dictateur qui les opprime, c'est pas la rébellion, c'est tous les Tutsis. Et donc là, les extrémistes dont on a parlé, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont commencer à dire, effectivement, encore plus ajouter que les Tutsis sont la source de tous les problèmes, que ce sont les ennemis des Hutus, et que, notamment, comme ils ne sont pas humains, comme on a pas arrêté de répéter que c'est des cafards, que c'est des insectes, bah, on va commencer à dire qu'il faut les exterminer. Et ce dialogue, ce discours, il va être à la radio, à la télé, partout. Partout, partout, partout. Et en plus, on va dire aux Hutus, il faut que vous armez, vous ayez des armes contre la rébellion, contre les Tutsis qui veulent vous agresser. Évidemment, tout ça, on est d'accord que c'est un mensonge, hein, mais c'est le discours qui va se développer. Et le dictateur, il va laisser passer parce qu'il a besoin de garder son pouvoir et besoin de tous les soutiens possibles pour faire face à cette rébellion qui menace son pouvoir. Mais lui, il n'est pas dans cette idée d'exterminer les gens, etc. C'est juste pour garder son pouvoir et pour rester en place. Le problème, c'est que le 6 avril 1994, donc au printemps, son avion est abattu à Kigali et il meurt. Et là, dans le chaos qui en suit, parce que tu vois, il n'y a plus de président, c'est le bordel, et ben, les extrémistes dont on a parlé, du Hutu Power, vont prendre le pouvoir. Ils vont devenir les présidents, les ministres. Et là, ils vont avoir un peu les rênes ou la liberté de mettre en œuvre ce qu'ils ont planifié depuis des années et ce qu'ils n'arrêtent pas à répéter, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est donc le fait de tuer, d'assassiner méthodiquement et de manière organisée et planifiée tous les Tutsis du Rwanda. En utilisant les miliciens dont on a parlé, l'armée du pays, mais aussi en encourageant les Hutus disons, ordinaires, les gens normaux comme toi et moi, à aller tuer les Tutsis qui sont parfois leurs voisins, leurs amis, leurs collègues, voire même des membres de leur famille. Mais en fait, on a tellement... Ça paraît incroyable comme ça de se dire comment monsieur tout le monde peut prendre une machette et aller tuer son voisin juste parce qu'il est Tutsi. Mais en fait, on a tellement fabriqué cette différence, on a tellement fait peur aux gens, on a eu tellement ce discours de haine, de racisme, on a tellement fait monter les tensions, et surtout, on a tellement répété que, en fait, les Tutsis, c'était pas vraiment des humains. Tu vois, on a répété ce discours horrible et donc les gens, ils le croient et en fait, tuer devient comme écraser un insecte. Voilà, on a réussi, en fait, à déshumaniser suffisamment les Tutsis à travers tous ces discours pour en arriver là. Et donc, il va y avoir une violence incroyable qui va se déchaîner. En 3 mois, il y a environ 1 million de personnes qui vont mourir. Alors, en grande majorité des Tutsis, c'est pour ça qu'on dit que c'est le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais pas que, il y a aussi des Hutus modérés, donc qui eux ne veulent pas participer à ça et s'opposent à cette politique, qui vont aussi être assassinés dans la folie meurtrière de cette époque-là. Et on dit, aujourd'hui, on dit que c'est le 3e génocide du XXe siècle, donc la 3e fois en un siècle qu'un groupe de personnes décide de méthodiquement et de manière planifiée massacrer tous les membres d'un autre groupe, basé souvent sur le critère le plus injuste et le plus abstrait, alors qu'en plus, ici, à la base, on partait juste d'une différence de métier. Les 2 autres génocides du XXe siècle, c'est le génocide des Arméniens par les Turcs, et ça, tu l'as appris à l'école, la Shoah, donc l'élimination des Juifs par les nazis. Et je pense que c'était important de te raconter cette histoire parce qu'aujourd'hui, on doit être vigilants à ne pas répéter cette erreur une nouvelle fois, à ne pas déshumaniser des gens juste parce qu'ils sont différents de nous, se rappeler ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on se ressemble,
et pas laisser un engrenage similaire se reproduire parce que ça a pas commencé par tuer les tous, c'était pas évident, ça a commencé par, tu vois, comme on a dit, un processus lent, progressif, qui a fait qu'on en est arrivé à cet événement horrible. Voilà, c'est ça que je voulais te raconter, c'était pas facile, mais je pense que c'est important.